Alors, bienvenue pour cette petite présentation de ce qu'on fait en réseau informatique et télécom à Montbéliard. Pourquoi le réseau informatique? À partir du moment où vous avez plusieurs machines qui communiquent, plus de deux, à ce moment-là, elles forment un réseau. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des intérêts, c'est qu'on peut partager des ressources. Il y a des inconvénients, il faut faire attention à savoir à qui on parle, et puis gérer les accès pour éviter les collisions. Bon, il y a bien d'autres choses, mais là je survole. Donc désormais, tout le monde a son réseau informatique, que ce soit les entreprises ou même chez les particuliers avec la box sûrement chez vous. Et puis on va avoir accès au réseau des réseaux, c'est-à-dire Internet. Bon, de la même manière, pourquoi les télécoms? Quand vous avez besoin d'échanger des informations, que ce soit pour les êtres humains ou pour les réseaux informatiques, à ce moment-là, il y a un émetteur et un récepteur, et entre les deux, il y a des problèmes de l'atténuation des parasites. Donc il faut mettre en œuvre des techniques qui vont permettre d'augmenter le débit et puis les distances. Donc toutes les entreprises ont de l'Internet, du courriel, du téléphone, et puis ont besoin de sécuriser les informations. Donc ça veut dire que c'est un domaine où il y a beaucoup de débouchés. Par exemple, vous regardez par la crise sanitaire, vous avez l'augmentation du télétravail. Ou alors dans les actualités, vous avez tout ce qui est piratage. Alors une première illustration, ce sont des TP de téléphonie sans fil. Si vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe quand je téléphone, votre téléphone il va envoyer des messages à des antennes et des cartes électroniques. Donc là j'ai un logiciel qui me permet de savoir ce qui se passe. Donc je vois que je suis connecté à Free Mobile en 3G par exemple. Et donc là en bas je vois les différentes antennes qui sont reçues par mon téléphone avec la qualité de réception. Ensuite je vais bouger. Bon, je vous rassure, je ne téléphone pas au volant. Donc là, on voit les messages parce que j'établis un appel, les machines communiquent. Et puis donc, je vais changer de position et grâce à ces messages, en fait, la communication peut continuer. C'est-à-dire qu'en même temps que votre voix va passer, en parallèle, il y a tout ce que vous voyez actuellement là. Il y a des contrôles. Donc on voit qu'avec le mouvement, les ondes passent plus ou moins bien. Et à ce moment-là, les traits en bas là, changent de niveau. Bon, autre illustration pour montrer ce qu'il y a de l'autre côté, vers les antennes. Vous avez une publicité orange. Donc là, vous avez un technicien, une technicienne qui sont en train d'installer ou de dépanner justement les cartes électroniques qui récupèrent vos appels. Les stations de base. Bon, dans la pub, il y avait des écureuils qui regardaient ce qui se passait. Là, vous avez une voiture hérisson qui permet de faire des mesures sur le réseau. On avait un étudiant qui avait fait ça en Suisse, en stage. Alors, un autre exemple, c'est les fibres optiques. C'est un domaine très important actuellement. Donc ici, vous avez les centraux téléphoniques d'entreprise. Vous avez une armoire de brassage, donc. Là, vous avez un ordinateur de récupération. C'est pas besoin qu'il soit très puissant. Il nous permet de simuler la voix. La télévision, ici avec l'antenne, on va récupérer les flux, et puis des serveurs vidéo aussi. Et donc là, ce qui va gérer la fibre optique, ce que vous avez là, c'est quoi? En fait, ça s'appelle un OLT, ça ressemble pas à grand chose, et pourtant c'est très puissant. Donc les flux vont passer par la fibre optique que vous avez ici, et donc l'étudiant doit configurer cette machine. Ça se configure avec ce que vous avez ici. Donc là, il y a un téléphone aussi pour tester que les flux arrivent bien. C'est une interface graphique dans une page web. Et puis de l'autre côté, donc l'étudiant doit configurer le côté client. C'est-à-dire que vous avez une box, ici, qui reçoit les différents flux par la fibre optique. Et puis en TP, on simule. Donc ça, c'est la télévision pour avoir les flux télévisuels. Ici, j'ai simulé le téléphone. Bon, vous avez aussi l'Internet, mais je ne l'ai pas mis ici. Donc par exemple, je vais me connecter, sauf que là, je vois déjà qu'il y a un problème, parce que la diode est éteinte. Donc c'est pas un élément de décoration. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que les machines communiquent. Donc pour l'instant c'est rouge, ensuite ça va être orange et puis passer au vert. C'est-à-dire que vous avez une configuration, un dialogue entre cet appareil-là, chez le client, et puis ce que j'ai montré auparavant.
Résultat, je fais un appel téléphonique, et vous voyez sur l'écran de l'ordinateur qu'il y a des lignes bleues qui sont affichées. Là, j'ai décroché. Vous avez à nouveau des lignes, cette fois-ci, c'est les 0 et les 1 de ma voix. Donc je raccroche, et donc les étudiants peuvent les voir dans des menus. Par exemple celui-ci, qui permet de voir les caractéristiques de l'appel. Est-ce que ça passe bien, ou est-ce qu'il y a des problèmes de configuration et qu'il faut corriger la configuration? Bon, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que là, je récupère les 0 et 1 de ma voix, et je peux récupérer le message. Je peux refabriquer le message. Donc le problème que ça va poser, c'est pour le piratage. Si quelqu'un va intercepter mes messages, il est capable de m'espionner. Bon, de l'autre côté, j'ai le client télévision. Donc je configure mon système. C'est-à-dire que je rentre l'adresse IP de mes flux. Et là, par exemple, je vois TMC, que je recevais sur l'antenne. Bon, naturellement, pour le grand public, tout ça, c'est automatisé. Vous avez votre télécommande, et la machine va automatiquement activer l'adresse IP. La preuve, c'est que là, je vais me planter et je vais mal taper l'adresse IP. Voilà, je corrige, et là, je vais récupérer un autre flux qui doit être TF1. Donc là, l'étudiant, de côté client, il voit qu'il récupère bien les flux qui sont envoyés par l'opérateur, ce qu'on a vu au début, côté armoire de brassage. Autre illustration, donc le domaine qui marche très très fort actuellement, c'est la cybersécurité, protéger ses informations. Donc vous allez retrouver le logiciel que j'ai utilisé auparavant pour la téléphonie, ça s'appelle Wireshark. Ce que je vais montrer dans un premier temps, c'est que vos machines, l'ordinateur ici, il va dialoguer avec un serveur. Donc là, je vais recevoir tous les messages qui sont envoyés par le réseau de ma machine. Ici, je me connecte à un serveur web. Résultat, sur la fenêtre de droite, vous voyez qu'il y a différents messages. J'active une vidéo. Et à nouveau, vous avez d'autres messages. Vous voyez qu'il y a un défilement à droite. En bas, ici, vous avez les 0 et les 1 qui sont présentés sous forme de paquets de 4 bits. Ça s'appelle un code hexadécimal. Et tout ça, c'est du binaire, c'est des communications numériques. Alors là, on voit qu'il n'y a plus de message. Je mets un filtre d'affichage HTTP, c'est le protocole qui est utilisé. Et je vois ce qui a été échangé entre ma machine et le serveur. Et là, je vois les 0 et les 1 de la vidéo. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je n'avais plus de message? Parce qu'en fait, on avait rempli les mémoires, ça s'appelle le cache. Je vais changer de vidéo pour vérifier que, à nouveau, j'ai d'autres messages. Parce que vous voyez que cette vidéo-là, en fait, elle a déjà été téléchargée. Il n'y a plus rien sur la droite. Et là, je recharge une nouvelle vidéo, il y a à nouveau des messages à droite. Une dernière vidéo qui est plus exigeante, puisque la définition est plus élevée. Là, vous voyez que le cache n'est pas rempli, la barre grise ici. Donc si je vais plus loin dans la vidéo, vous voyez qu'à droite, ça a redéclenché les échanges. Donc première chose, mes machines vont communiquer, envoyer des trames. Alors quel est le lien avec la cybersécurité? C'est là où je veux en venir. Ce que vous aviez dans la page web, en fait, on peut le faire par des codes numériques. Donc là, je vais faire Nmap, je vais regarder ce que mon ordinateur utilise au niveau réseau. Quelles sont les portes d'accès? Donc je vois qu'il y a du FTP, ça s'appelle le port 21, du SSH, le port 22, Telnet 23, 80 HTTP, etc. Je vais les utiliser, mais non pas avec le logiciel dont vous avez l'habitude, mais avec du code à la base, en tapant des lettres. Les lettres, c'est quoi? C'est en fait des paquets de 8 bits. Donc là, je vais ouvrir une communication avec le serveur web, le port 80. C'est-à-dire que je vais faire la même chose que ce qu'a fait le navigateur au-dessus de l'écran. Donc je commence par dire au serveur web, donne-moi ta page HTTP.
la page par défaut. Là, j'indique quel est le serveur web avec qui je veux discuter. C'est en local. Résultat, il m'envoie son message, qui ressemble à ce code-là. C'est du code HTML. Et vous avez vu dans la fenêtre de droite que, justement, on a reçu des messages par le réseau. Donc là, ce que je veux montrer, ici, vous avez la réponse, 200 OK. Ce que je veux montrer, c'est que c'est 3 fois la même chose, mais sous des formes différentes. Donc le pirate, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il va chercher un moyen de modifier le fonctionnement qui est prévu. Là, pour l'instant, on a vu le fonctionnement normal. Dans mon navigateur web, j'ai tapé le code, le get, là, qu'on retrouve à droite, et le serveur m'a envoyé sa trame. Là, j'ai le détail du get, ce que ça signifiait. Et là, j'ai la réponse du serveur. Ce qu'on a vu sur la gauche en bas, ou alors ce qu'on voit sous forme graphique en haut, à gauche, bah, en fait, c'était les trames que vous avez sur la droite. Là, vous allez retrouver le serveur VOD, c'est le titre, ce que vous aviez dans l'onglet du navigateur web. Donc en fait, le système, il reçoit les messages que je suis en train de montrer et il les interprète pour les afficher. Donc que va faire le pirate? En fait, il va détourner le fonctionnement du logiciel, il va trouver une faille, et il va pouvoir modifier et trouver des informations. Donc là, par exemple, je fais un telnet, c'est-à-dire que je me connecte à distance avec la machine 127.0.0.1, ça s'appelle une adresse IP. Je mets mon login et mon mot de passe. Si j'enlève le filtre HTTP, parce que là, c'est pas du protocole HTTP, je regarde le telnet, avec les menus de ce logiciel, je suis capable de voir quels ont été les échanges entre le réseau, sur le réseau. Et qu'est-ce que je peux voir en telnet? En fait, ici, je vois le mot de passe qui est échangé en clair. Donc, quelqu'un qui récupère les messages, qui les intercepte, il peut m'espionner et trouver mon mot de passe. Et donc, utiliser mes comptes. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se protéger et on va utiliser non plus telnet, mais SSH. On va sécuriser la communication. Le S, c'est pour secure. Donc là, je recommence, je me connecte en SSH cette fois. Je change de port. TPVoIP, c'est mon login. La machine, j'accepte la sécurité. Yes. Je mets mon mot de passe. Donc à nouveau, je suis connecté sur la machine distante. Là, j'ai les échanges en SSH. Je refais l'analyse de la communication. Sauf que là, vous voyez en bas, c'est du charabia. Ça n'a plus de sens, on ne voit plus mon mot de passe TPVoIP. En haut, vous avez les algorithmes qui correspondent à la communication. C'est-à-dire que ça, c'est les propositions qui ont été faites. Et après, les machines vont choisir un de ces algorithmes. Pour finir, un petit reportage qui est passé sur France 2 récemment et qui montre différentes notions liées à la cybersécurité. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le Télématin du 19 octobre. Sophie faisait bravo, bravo. Oui, parce que avec Sophie Pigalle, on va parler emploi et on va vous dire qu'en ce moment, vous l'ignoriez peut-être, donc c'est le mois d'octobre, c'est le mois européen contre la cybersécurité, enfin pour la cybersécurité, pour prévenir. Voilà, pour prévenir contre toutes ces menaces, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus connectés, Sophie, on est d'accord. Oui. Et donc, on a de plus en plus de menaces. Donc, il y a un secteur qui recrute et qui se bat. C'est la cybersécurité. Oui, tout à fait, parce que les attaques sont menées contre les entreprises. Ok, ce sont des rançongiciels qu'on leur adresse. Ouais. Donc, effectivement, on pique leurs données et on leur donne uniquement s'il y a versement d'argent. Et puis, il y a des attaques menées contre les particuliers. C'est le chantage à la webcam. C'est l'ami qui vous envoie un mail de l'autre bout du monde en vous expliquant qu'il a besoin d'argent. Voilà. Enfin, on a tous reçu des mails de ce type-là. Donc, vraiment, il y a nécessité d'informer pour savoir comment se prémunir. D'accord. Alors, si les menaces sont plus nombreuses, ça signifie évidemment que les opportunités d'emploi dans les métiers de la cybersécurité le sont aussi. Alors, je confirme et je vous informe également du fait que les formations à ces métiers sont beaucoup plus accessibles qu'on ne l'imagine. Mais je vous propose tout de suite de vous diriger vers l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour en savoir plus sur les métiers et les moyens d'y accéder.
vous emmène au cœur de l'Annecy, où travaillent nos experts pour protéger les administrations et les entreprises les plus sensibles. L'Annecy est née parce qu'il y a des menaces de plus en plus importantes en matière de cybersécurité qui sont liées au développement du numérique. Aujourd'hui, même notre brosse à dents est connectée. Demain, ce sera certainement nos machines à laver. Et donc l'Annecy vient prévenir les cyberattaques, informer et sensibiliser le grand public, mais aussi protéger les administrations et les entreprises, un peu comme le ferait un cyberpompier en venant éteindre l'incendie lorsqu'il y a le feu. Le profil de nos agents, c'est plutôt Bac+5, voire Bac+8, puisque nous avons un certain nombre de docteurs. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Nous avons également quelques personnes qui sont autodidactes. La cybersécurité, elle est présente partout, dans toutes les entreprises, toutes les administrations. Donc c'est vraiment un secteur en pleine croissance, c'est une filière d'avenir qui recrute. Les grandes écoles vont former des experts en matière de cybersécurité, mais ce n'est pas la seule voie pour arriver à ces métiers-là. Il y a la voie de l'université qui permet d'y arriver, et y compris par la voie de l'apprentissage. Nous sommes à l'IUT de Vélizy et nous formons au métier de la cybersécurité. Et nous avons des formations qui sont labellisées par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Venez, je vais vous présenter nos étudiants. On peut rentrer chez nous dès le bac. On recrute essentiellement des bacheliers avec des compétences scientifiques ou des gens qui travaillent déjà depuis certaines années, qui sont en formation continue. Cette formation peut se faire en formation classique ou par alternance. Sur quoi vous êtes en train de travailler là? Je configure un réseau. Je suis en première année de DUT réseau et télécommunications. Mon objectif, c'est de faire 2 années en DUT réseau télécommunications et poursuivre sur une école d'ingénieur ensuite. Pas attendu. Il faut faire ça. Le monde de l'informatique, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que chargé d'affaires. Dans un premier temps, mon but, c'est d'acquérir vraiment des connaissances qui peuvent me permettre d'être employé et pourquoi pas par la suite lancer ma propre entreprise. Après notre formation, 50% des jeunes s'insèrent dans la vie professionnelle. Il n'y a vraiment aucun souci d'emploi puisque c'est un métier vraiment d'avenir. Et puis 50% vont continuer leurs études, soit en école d'ingénieur, soit en master, pour se spécialiser dans un domaine de la cybersécurité, car c'est un domaine très vaste. Sophie, concrètement, que va-t-il se passer pendant ce cybermois, le mois d'octobre? Ce cybermois, c'est l'occasion de campagnes d'information et de sensibilisation. Moi, je vous conseille d'aller sur le site de l'Annecy. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une BD interactive assez amusante et ça vous mettra le doigt sur les points essentiels sur lesquels vous devez prendre des précautions. Et puis, à destination des chefs d'entreprise, cet ouvrage pour se prémunir contre les rançongiciels. Très bien, Sophie. Quand vous recevez un mail avec 10 fautes d'orthographe de quelqu'un qui est censé être votre ami... Mais maintenant, ils sont super bien faits. Bah oui, faites attention. Ah bon? Ah non, maintenant, ils sont remarquablement bien faits. C'est ça la difficulté. Bon, vigilance quand même. Merci beaucoup. Sophie, on va parler météo avec Valérie.